Bonjour à tous. J'ai essayé de marcher un peu vite parce que demain, quand vous aurez oublié tout ce que j'ai dit, au moins vous vous souviendrez, ce type-là, il a marché vite, il a été économe de notre temps. Je vais recommencer depuis le début. Il y a 70 ans est adoptée la Déclaration universelle des droits de l'homme avec son article 19 sur la liberté d'expression et d'opinion. Et depuis 70 ans, la liberté d'expression s'est quand même largement accrue. Entre 1948 et 2000, le nombre de démocraties a été multiplié par 4 dans le monde. Mais depuis 2000, leur nombre commence à régresser. Et la liberté d'opinion, elle, n'est pas aussi favorisée par les nouvelles technologies que la liberté d'expression. La liberté d'opinion, elle doit être fondée sur des faits, sur des informations fiables. Et aujourd'hui, le potentiel de manipulation, le potentiel de rumeurs, de désinformation est tel que cette liberté d'opinion est en danger. Comme disait la philosophe Hannah Arendt, la liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat. Et cette carte derrière moi, la carte de la liberté, de l'indépendance, du pluralisme du journalisme, elle est malheureusement en train d'avoir ces dernières années une couleur plus sombre. Je suis venu vous parler de 3 idées, de 3 projets de Reporters sans frontières, un peu dans un titre à la BuzzFeed, 3 solutions pour l'information fiable. Mais je vais commencer par une vidéo. Je me ferai tabasser par l'armée. Da grande sarò minacciata di morte. Когда я вырасту, мне выстрелят в спину. Rahmoud Britonis. Voy a ser torturada a muerte. 我将会坐11年的监狱。 Beni ömür boyu hapise tehdit edecekler. Comment avoir accès à une information fiable quand ceux qui doivent la collecter, la propager, sont victimes de violences institutionnelles, sont en détention, et parfois dans la pire des prisons, qui est évidemment la prison dont on ne revient pas, qui est celle des assassinats et des meurtres. Cette année, on en est déjà à près de 60 journalistes assassinés dans l'exercice de leurs fonctions. La semaine dernière, au Mexique, ça c'est la dépouille de Javier Valdez qui a été assassiné l'an dernier, mais la semaine dernière a été assassiné le 9e journaliste mexicain depuis le début de l'année. Évidemment, ça provoque son lot d'autocensure. Il y a du droit international sur la protection des journalistes. Des résolutions ont été adoptées par les différents organes de l'ONU. Malheureusement, le taux d'impunité des crimes commis contre les journalistes demeure tellement élevé que plus de 90% des assassinats de journalistes ne sont jamais élucidés ni même poursuivis. Ça, c'était le jour de la dernière résolution adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU en mai 2015, la résolution 2222. Il manque un mécanisme concret d'application du droit international. C'est pour ça que Reporters sans frontières, avec maintenant une coalition de centaines d'organisations, avec des dizaines d'États qui soutiennent, demande que soit créé à l'ONU, à New York, un poste de représentant spécial auprès du secrétaire général des Nations Unies sur la protection des journalistes, pour que le droit international soit mis en œuvre de façon plus efficace. C'est un mécanisme concret qui est très cohérent avec le travail que je salue, que fait l'UNESCO sur ces questions, et c'est pourquoi l'UNESCO même a soutenu ce projet de représentant spécial. Des avancées, ces 2 dernières années, ont déjà été réalisées dans cette campagne Protect Journalists. Une conseillère du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a été mandatée sur cette question. On est en relation presque chaque semaine avec elle, et des points focaux ont été nommés dans les différentes agences onusiennes, mais il est important d'aller plus vite, parce que cette année, comme je le disais, on risque de battre, par rapport à ces dernières années, un record du nombre de journalistes tués. Deuxième solution. Aujourd'hui, on le sait, on est face à une nouvelle concurrence entre des contenus qui n'ont rien à voir. Le journalisme de qualité, le journalisme de moindre qualité, les rumeurs, la désinformation, la manipulation. Il y a un potentiel faramineux de dissémination grâce aux nouvelles technologies. C'est le mauvais effet des nouvelles technologies qui ont tant d'effets favorables. Et malheureusement, les biais cognitifs des êtres humains sont tels que les informations fausses
comme l'a prouvé récemment une étude du MIT, ont un potentiel viral 6 fois supérieur aux informations vraies. Bref, il y a une distorsion de concurrence radicale entre l'information fiable et l'information de mensonges et de désinformation. Le journalisme. Le journalisme, il est 2 fois désavantagé, parce qu'il se propage moins bien que les rumeurs et parce qu'il coûte cher. Et donc on se retrouve dans une situation où le journalisme de qualité, à cause de la pression concurrentielle, peut littéralement s'enfoncer et malheureusement, on observe déjà les effets et les dégâts dans un certain nombre de pays. Alors quelles sont les solutions? Le fact-checking. On en entend beaucoup parler de tous les accords de fact-checking. C'est formidable le fact-checking. Mais comme le disait l'intervenant précédent, ça ne convainc personne. Malheureusement, quand on est convaincu d'une information même fausse, on reste sur cette position, les études le prouvent. Et prenons juste un chiffre qui fait prendre conscience du fait que c'est une solution insatisfaisante. Chaque jour, 100 millions de contenus sont diffusés sur Internet. 100 millions de nouveaux de contenus. Quelle est la capacité de fact-checking de l'ensemble des rédactions du monde? Quelques milliers d'articles. Bref, comme le disait un révolutionnaire latino-américain, c'est labourer la mer. L'autre solution, c'est l'éducation aux médias. Et elle est évidemment essentielle. Mais l'éducation aux médias ne change pas les informations qui viennent à nous, qui, du fait des bulles filtrantes, du fait de l'effet boule de neige, des clics, font que des informations fausses nous parviennent. Et au fond, tout éduqué qu'on soit, quand un contenu nous parvient, une vidéo, on n'est pas renseigné sur les moyens de production utilisés, sur l'indépendance de ceux qui l'ont réalisé. Comment savoir, même quand on est éduqué? Troisième solution parfois évoquée, c'est des lois qui sont prises par des États et qui sont assimilables à l'effet du glyphosate. On essaie de lutter par le glyphosate contre les mauvaises herbes, mais on détruit en même temps l'écosystème. On détruit aussi des bonnes herbes. Un grand danger. Et puis, il y a un quatrième moyen qui est souvent utilisé, qui est l'obsession notamment des sociétés californiennes et de l'ensemble des plateformes numériques, c'est la sagesse des foules. On va demander aux gens, et ils vont indiquer, par leur clic, ce qui est fiable ou ce qui ne l'est pas. C'est évidemment extrêmement dangereux, là encore. Donc, à Reporters sans frontières, on a essayé d'imaginer quelles solutions on pourrait apporter à ça. Et notamment, on s'est dit que ce qu'il fallait, c'était sans du tout s'intéresser au statut des journalistes, des rédactions, essayer de distinguer ce qui relève du journalisme digne de ce nom, en termes d'indépendance éditoriale, de transparence, d'utilisation des méthodes journalistiques et de respect des règles déontologiques. Et comment on faisait pour donner un avantage à ceux qui sont les plus proches des idéaux du journalisme? Et au fond, nous avons décidé de travailler un référentiel en utilisant un principe qui est utilisé dans d'autres secteurs économiques, qui est la normalisation, le côté ISO de la normalisation, mais qui permet de manière très collaborative, et on a aujourd'hui des dizaines, pas loin d'une centaine de médias, d'organisations internationales, l'UNESCO fait partie de ces organisations internationales qui sont associées, pour créer un référentiel sur les garanties minimales qui doivent être présentées par des médias auxquels on pourrait donner un avantage. Ensuite, ça nous permettra de faire de la certification. Quand je dis ça, nous, ça n'est pas Reporters sans frontières, il y a un secteur économique de la certification, et qui donc pourra établir l'adéquation entre les processus dans les rédactions et les idéaux, la référence. Et ainsi, on fera des listes blanches, et ces listes blanches, elles nous permettent d'aller voir les plateformes, les annonceurs, les États, les organes de régulation, et leur dire « donnez des avantages ». Par exemple, on va voir Google, Facebook et Twitter, et ils ont accepté de participer à ce processus. On leur dit « dans votre indexation aujourd'hui, vous n'avez pas de facteur d'intégrité. Vous tenez compte de beaucoup de choses, mais pas des conditions avec lesquelles ont été produites telle vidéo ou tel article. » On vous apporte cette solution qui, en plus, aura le mérite d'introduire une forme de filtre positif pour les sociétés et pour la démocratie. Les annonceurs, ils sont intéressés aussi à donner leur argent plutôt à du journalisme qui est utile pour les sociétés. Les régulateurs, aujourd'hui, doivent prendre des décisions sans qu'ils sachent ce qui se passe dans les médias. Ce dispositif peut leur être utile. Même chose pour, le cas échéant, les fondations, les donateurs ou les pays dans lesquels il y a des subventions publiques. Ce projet, nous le réalisons avec notamment 3 partenaires qui sont l'Agence France Presse, l'Union européenne de radio-télévision, l'UER, et le Global Editors Network, qui est une association de rédacteurs en chef, mais je le disais, il y a les grands médias européens, la BBC, le Guardian, l'ARD en Allemagne,
des syndicats, des médias de tous les pays européens et au-delà. On a commencé par l'Europe pour éviter que des personnes qui aient une vision du journalisme radicalement différente, vous pouvez imaginer à quel pays je fais référence, viennent perturber le processus. Mais ce processus, il a vocation à être élargi. Troisième solution. Ce tableau, c'est un tableau de Goya, du peintre espagnol Goya, qui est au musée du Prado à Madrid. Il montre deux types en train de s'en mettre plein la figure avec des armes blanches. Ils sont obsédés par leur adversaire. C'est d'une certaine manière le débat démocratique aujourd'hui. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que le véritable adversaire, ce n'est pas celui avec qui ils sont en train de se battre, c'est les sables mouvants dans lesquels l'un et l'autre sont en train de s'enfoncer. Et aujourd'hui, on est dans la situation où les grandes distinctions sur lesquelles étaient fondées les régulations dans les démocraties, les garanties démocratiques sur l'information et la liberté d'opinion, sont en train d'être balayées. Je vais citer ces 5 distinctions fondamentales. C'était d'abord la distinction entre l'espace public et l'espace privé. Aujourd'hui, la moitié des informations qu'on dirait, nous, publiques, sur la vie publique, qui circulent, le sont sur des messageries privées. Donc, qui échappent aux régulations, aux checks and balances de l'espace public. 2, les distinctions entre les espaces publics nationaux. Avant, il y avait des ordres juridiques internes avec des équilibres. Tout ça s'est balayé avec la globalisation et la digitalisation de l'information. 3, la distinction entre les secteurs médiatiques, la télé, la radio, la presse écrite, sur lesquels il y avait des régulations. Ça n'a plus tellement de sens aujourd'hui. 4, la distinction entre les contenus, le journalisme, la publicité. Tout ça aujourd'hui est en concurrence directe sur les réseaux sociaux. 5, la concurrence entre les machines et les hommes. L'intelligence artificielle produit des contenus. Quelle déontologie, quelle méthode pour l'intelligence artificielle. Et donc il faut reconstruire, 70 ans après les déclarations des droits de l'homme, un système de garanties qui permette que les garanties qui avaient été posées il y a 70 ans demeurent effectives dans le contexte actuel. Et c'est pour ça que nous avons décidé à Reporters sans frontières de créer une commission sur l'information et la démocratie qui est composée de 25 personnalités, de 18 nationalités, des prix Nobel, Shirin Ebadi, avec qui je co-préside la commission, Joseph Stiglitz, le prix Nobel d'économie américain, Amartya Sen, le prix Nobel d'économie indien, Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature, etc. Des grands journalistes en proie à des régimes dictatoriaux ou autoritaires, des spécialistes des nouvelles technologies, pour édicter une déclaration sur l'information et la démocratie. Et cette déclaration, nous l'édicterons dès début novembre, pour que mi-novembre, lorsque seront réunis à Paris 80 chefs d'État et de gouvernement pour les commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous puissions obtenir, et nous nous battons aujourd'hui pour l'obtenir, que des États démocratiques lancent un processus politique pour arriver à un pacte sur l'information et la démocratie, un peu à la manière des négociations sur le climat. Parce que nos espaces publics, ils ont été délégués à des plateformes numériques qui ne dépendent parfois que d'un homme, quand ça n'est pas d'un parti unique. Est-ce que nous pouvons, démocrates, laisser nos espaces publics sans contre-pouvoir, sans regard, sans même connaître les règles? C'est tout le contraire de la démocratie. Et aujourd'hui, il y a une urgence à reconstruire ça, et c'est ce que nous essayons de faire. Cette initiative, c'est une initiative, je dirais, macro, qui est sur le cadre juridique, politique, diplomatique. L'initiative dont je parlais avant, la Journalism Trust Initiative, c'est une initiative micro, c'est une solution de marché qui vise à favoriser un comportement de vertueux des acteurs. Et puis, la première dont je parlais, sur le représentant spécial, ça vise évidemment à protéger les messagers pour que les messages eux-mêmes soient protégés. Merci.